Bonjour, chers frères et sœurs, chers Mpangui. C'est toujours votre passionné de la recherche dans la démarche de trouver des solutions viables pour l'Afrique et les peuples noirs. Mais ces solutions trouvables, pour y arriver, nous devons certes rentrer dans la profondeur de la connaissance noire africaine, de la connaissance noire mélanoderme, pour y comprendre les phénomènes, pour comprendre réellement ce qui se passe dans le monde noir et y déceler les vrais secrets, les vraies voies pour les solutions que nous cherchons. Aujourd'hui, je vais vous parler des extraterrestres. La présence alien en Afrique est un phénomène important et est un sujet difficile. Difficile parce que les intérêts de la franc-maçonnerie en Afrique contribuent au fait que ces chapitres soient toujours négligés, qu'ils soient couverts de ridicule, sinon enroulés dans un épique folklorique au couvert religieux, rendant toute tentative de discussion ainsi, disons, une possibilité manquante. Vous allez juste vous poser la question, mais notre impact Zuluki de la spiritualité arrive à la politique. Quel est l'intérêt à parler des extraterrestres, des aliens? Eh bien, cher Mpangui, l'intérêt est complètement général. Totalement général. Par ceci, je vais rappeler à l'intérêt s'allier notre grand aîné Credo Moutoua, qui, lui, m'enseigna il y a beaucoup d'années l'histoire de la création en Afrique. Ce n'est pas une histoire, mais il s'agit d'une légende. La légende de la création en Afrique dit ceci: il y a très très longtemps, très des millions d'années, à une époque où l'homme était homme et femme, c'est-à-dire un Maungu, une période où toute la Terre, on ne parle pas de l'Afrique, car en ce moment on parle d'un seul continent, un supercontinent, était uniquement habité, en partie je dirais par des Noirs. Les terres étaient couvertes de grandes et énormes forêts un peu partout. L'on ne pouvait pas à cette époque, dit la légende, voir les ciels parce qu'elle était recouverte d'une forme de nuages légère. Il n'existait pas de grands vents. Il n'y avait pas, disons, de grandes pluies. La végétation était excellente et la vie était excellente aussi. À cette époque, la Lune n'existait pas. Il n'y avait aucun astre comme la Lune. Et le soleil que nous connaissons aujourd'hui n'était pas le soleil à cette époque. À cette époque-là, le soleil était ce que nous appelons aujourd'hui la planète Saturne. Dit la légende ou le mythe bantou. Mais bien voilà qu'un beau jour, des navettes spatiales vont faire leur apparition dans le ciel, provoquant des bruits énormes qui dégagèrent cette forme de nuages légers qui jadis avaient toujours entouré le ciel de ces grands mondes, de ces grands continents. Cette flotte extraterrestre, cette flotte spatiale descendirent et atterrirent sur Terre. Les vibrations provoquées par ces grands appareils avaient fait que beaucoup d'arbres s'abatturent, tombèrent, laissant place à une piste d'atterrissage énorme. De ces vaisseaux spatials sortirent des êtres que nos ancêtres à l'époque appelèrent les Chitauri. Pourquoi étaient-ils appelés Chitauri? Chitauri, ils étaient appelés Chitauri du fait qu'ils ressemblaient, ils avaient une ressemblance reptilienne. C'était des êtres sur des pieds avec des ressemblances reptiliennes. Ces êtres, arrivés, sophistiqués, s'étant proposés pour Dieu, élaborèrent dans cette époque des grottes.
et demandèrent aux gens, c'est-à-dire aux humains de l'époque, d'aller, de rentrer ou disons de pénétrer ces grottes. D'un côté, il y avait une grotte qui émettait une couleur rouge. Toutes les personnes, les êtres qui entraient dans cette grotte, quand ils ressortaient de cette grotte, étaient transformés en femmes, étaient devenus des femmes. Et les femmes étaient éduquées pour travailler l'or, pour la recherche de l'or. Et de l'autre côté, il y avait une grotte qui émettait une couleur bleue. Toutes les personnes qui étaient portées à rentrer dans la grotte bleue en sortaient en devenant des hommes. Les hommes étaient forts physiquement et dédiés au transport, aux travaux difficiles dans cette nouvelle terre dédiée à l'excavation de l'or ou à l'extraction minière, je dirais. Ceci, je ne cite qu'un exemple. C'est un mythe ou une légende africaine. Mais je n'en suis pas aussitôt. Car aujourd'hui, les recherches, l'avancée technologique, les recherches anthropologiques, les recherches astronomiques, astrologiques, archéologiques, linguistiques et dans les domaines de l'ufologie ont permis de découvrir bien au-delà. Aujourd'hui, je vous parlerai d'un grand homme qui a permis à beaucoup de choses de devenir visibles, connues. Il s'agit du docteur Corrado Malanga. Le docteur Corrado Malanga est un professeur de biologie à l'université de Pisa en Italie, qui, de son enfance, avait été intéressé, comme beaucoup d'entre nous, à la phénoménologie extraterrestre. C'est ainsi qu'après avoir connu une enfance où il a étudié beaucoup ses arguments, en commençant à la lecture du livre de Peter Colosimo, qui parlait de la vie extraterrestre, finit par travailler dans le centre de contrôle extraterrestre des phénomènes étranges en Italie. Pour aller tout droit au but de ce travail, il a obtenu une mission. Il a été envoyé dans une mission à Genova, où il y avait un garçon qui racontait avoir été enlevé par les extraterrestres. À cette époque, tout le monde s'entendait à une histoire de petit journal. Le professeur Malanga, avec une équipe bien choisie, vont approcher ces jeunes hommes et vont décider avec un instrument qui avait déjà été utilisé pendant longtemps, surtout aux États-Unis, car vous devez savoir que la phénoménologie ou la problématique extraterrestre est très importante dans le monde. Et nous arriverons même pour parler de l'Afrique, mais aujourd'hui, pour donner un contour, essayons d'aller vers le monde. En effet, il n'est pas rare de voir raconter des récits des personnes qui se sont senties enlevées, qui racontent d'avoir été enlevés par des extraterrestres. Cette phénoménologie est présente même dans la Bible, où par exemple, beaucoup des prophètes disent avoir été pris par l'Esprit du Seigneur, apportés à un endroit où ils voyaient la terre d'en bas. On parlait très exactement des navettes spatiales. Comme vous pouvez voir, quand vous parlez des Vimana en Inde, on parle des êtres extraterrestres, tout comme à l'Égypte antique, de la civilisation d'Égypte, où il est sûrement les preuves anthropologiques, archéologiques, linguistiques ont démontré cette présence extraterrestre. Mais nous allons en venir petit à petit. Dans les années passées, avant le professeur Malanga, beaucoup de psychologues ont essayé, travaillé avec l'hypnothérapie pour essayer de résoudre les grands mystères autour des enlèvements extraterrestres. Mais cela avait donné peu de résultats pour diverses raisons. Une des raisons est que les études n'étaient pas encore avancées à l'époque. La technologie ne permettait pas de pouvoir supporter certaines affirmations, de pouvoir les vérifier de manière scientifique, et surtout que les gouvernements mondiaux étaient très intéressés à tenir le monde, le peuple, disons, en dehors de ces phénoménologies. Tous les efforts gouvernementaux ont été conjugués pour étouffer
les affaires. Les institutions gouvernementales ont été émises dans les pays comme les États-Unis, l'Angleterre, l'Italie, pour chaque fois menacer, contraire à ces terres, disons, terrifier ou terroriser les personnes qui racontaient ouvertement, publiquement d'avoir été enlevées par les extraterrestres. Avec l'avancée technologique, avec les nouvelles découvertes en archéologie, en astronomie, en anthropologie, les choses commençaient à se faire beaucoup plus difficiles à contrôler. C'est ainsi que le professeur Malanga, sur le cas du jeune garçon de Genova, après une longue étape, un long travail d'hypnothérapie, les vérités étaient devant nos yeux. En fait, l'hypnothérapie est une technique à travers laquelle la personne est soumise à un sommeil profond. Dans ce sommeil, la personne n'est pas capable de mentir, car en réalité, ses capacités, c'est son essence intérieure que nous appellerons la âme. Sa partie des préférences, disons, sa partie interne qui est son esprit et comme son mental sont appelés. Et pour les cas de sa conscience, la conscience est appelée et contrainte à se projeter dans l'espace et pouvoir récupérer toute la partie des informations que l'être n'a pas pu pouvoir enregistrer de manière consciente. Parce qu'au niveau où nous avons la conscience, l'inconscient et le superconscient. Au niveau de l'inconscient, toutes les informations là sont là. Mais au niveau de la superconscient, il existe un blocus. Le blocus est créé pour des raisons psychiques, parce que certaines informations qui se trouvent au niveau de l'inconscient, s'il devait supérer les subconscients pour arriver au niveau de la conscience, pourrait créer des dommages en termes psychiques et psychologiques à la personne. C'est ainsi que le subconscient opère comme une forme de censure. Chaque fois qu'il y a des informations qui dépassent notre réalité, notre capacité de compréhension, en fait, ils sont modifiés ou seulement retranchés. L'hypnothérapie permet en effet d'élever la censure qu'impose à la conscience, le subconscient, et pouvoir accéder aux informations. C'est ainsi que notre observé, à cette époque, le jeune garçon de Genova, va raconter ce qui se passe. En fait, il parle des enlèvements extraterrestres, des manipulations génétiques, des clonations, des intrigues, c'est-à-dire des associations ou une forme de collaboration entre les extraterrestres, le gouvernement et l'armée. Et ceci est un phénomène mondial. Les cas du jeune garçon de Genova n'étaient pas un phénomène observé, disons, retranché des autres, parce que tout au plus, il démontrer cette fois-ci avec un apport scientifique les révélations qui avaient déjà été faites dans beaucoup de cas dans ces genres d'études. On parle aussi de la maçonnerie, on parle aussi des rituels maçonniques, on parle des sacrifices humains, surtout pour les enfants, on parle des messes noires, on parle des cérémonies ou des rituels avec attirance sexuelle. On parle des offrandes des enfants à ces êtres. C'est tout un grand monde qu'on découvre à cette époque-là. De quoi est-il question? Il est question, à ce moment, de comprendre la nature de l'homme, de comprendre la place de ces êtres. Et aujourd'hui, nous resterons seulement à une forme de superficie, sans pour autant vraiment aller en profondeur. Où est-il les grands problèmes? Où trouvons-nous les plus grands problèmes? En fait, les problèmes est d'autant plus énorme que nous pouvons l'imaginer. Les investigations sur la présence extraterrestre conduite par comme je l'ai dit, le professeur Conrad Malanga, a porté à ce que nous pouvons appeler ou à ce qui est une révolution dans les mécanismes ou dans la compréhension de notre monde. En fait, Valère Relancy, grâce à l'hypnothérapie à la profonde, va permettre l'écriture d'un récit de la présence extraterrestre, de ses intérêts sur l'être humain,
et de l'histoire des religions. À cet effet, il est important ici réaliser que toutes les civilisations antiques, quand on parle en ce terme de matière religieuse, se référait tout exactement à des extraterrestres. Il n'existe point un Dieu immatériel. Cette notion est une notion qui a été introduite par après. Cette immatérialité reconnue au Dieu était due simplement à l'existence, à l'époque où l'être humain était peut-être très ignorant sur certains processus, sur certaines technologies, des phénomènes de communication en distance utilisés pour réaliser grâce à des appareils. Ainsi donc, nous rentrons dans un domaine où, pour commencer dans la première partie, nous parlerons des rituels. La rituel sexuel. Pourquoi nous avons affaire dans la maçonnerie des rituels sexuels? Parce que l'acte sexuel symbolise la vie. Mais la vie en quel terme? La vie en termes animiques, c'est l'âme. L'acte sexuel dans les contextes ou dans les rituels maçonniques symbolise exactement la vie, la présence de l'âme dont ils ont besoin. L'acte des sacrifices par tuerie symbolise l'âme qui est prise, qui est enlevée. Pourquoi? Parce que l'âme habite les DNA et la DNA est contenue dans le sang. C'est comme ça, dans la littérature occidentale, nous avons connu la présence des vampires. C'est quoi un vampire du point de vue littéraire? Les vampires, disons du point de vue de la légende, le vampire est un être qui n'a pas d'âme. Et par conséquent, il vit dans un éternel état de soif d'âme. Et donc, il attaque toutes les personnes qui, ayant du sang chaud, contiennent l'âme pour en sucer l'âme. Mais comme l'âme est instable dans son corps à lui, une fois qu'il suce l'âme à travers le sang, cette âme s'évaporise, il s'avance. Et donc, les vampires est poussé à boire et à boire et à boire du sang pour l'éternité, pour maintenir une forme d'immortalité. Les récits élaborés grâce à la psychanalyse pratiquée par le professeur Koura Domalanga sur Valérie Lança, nous a permis de créer un encyclopédie des extraterrestres, d'éliminant les points essentiels de la création. En fait, ici, je rentre dans un domaine complètement africain où je vais essayer de mettre les choses en des termes. Avant d'y arriver cependant, je vais vous signaler par exemple notre aîné grand-père Creux de Moutois raconte une histoire pour ceux qui ont suivi même sur YouTube l'histoire des Creux de Moutois, les cas où ayant dans sa jeunesse tournant d'un voyage, arrivé à un point il fit endormir, il se réveilla attaché sur une table de métal. Tout autour de lui il y avait des êtres de petite taille, un être de grande taille, il était endormi, couché sur un table de métal, un instrument lui fit insérer dans la narine droite, ok, et ce qui lui a causé beaucoup de peine et lui a fait, perdre beaucoup de sang, il a perdu du sang à travers le nez. Après cela, certains prélèvent des sons ont été pratiqués sur lui. Après que dans cette pièce fut introduite une jeune fille extraterrestre dont la peau était du genre reptilien. La fille s'aimait pour lui, consomme un rapport sexuel forcé avec Creux de Moutois et à la fin de l'acte sexuel, la jeune fille se retire. Et puis, Creux de Moutois va être porté toujours sur cette table cette table opératoire dans une autre salle, et puis par après, il va être libéré. Et ce qui est important ici, quand il est dans l'autre salle, qu'est-ce qui se passe? Au côté de lui, il y a un homme blanc. Un homme blanc est au côté de lui. Ok? Et quand Creux de Moutois va être libéré, en retournant au village, les chiens qui sont autour de lui commencent à aboyer.
Pourquoi? Parce que ces êtres ont une odeur très forte, très étrange, qui, sûrement, ayant eu un rapport sexuel avec un de ces êtres, cette odeur est restée sur lui. Ce qui est fait que quand il approche les villages, les chiens abaillent, les chiens fuient. Alors, quand il arrive finalement aux côtés disons dire, des anciens, ou disons, les villages, disons, l'histoire reconnaît comme des maîtres spirituels, les guides spirituels, il lui a dit cette question lui fut posée: d'où viens-tu, où as-tu été? Il raconte ce qui lui est arrivé. En fait, on lui dit que tu as été enlevé par les dieux. Et même qu'il a été choisi par les dieux. Et après cela, plusieurs années après, un jour dans la cité de Pretoria, dans la ville de Johannesburg, Credo toi se promène et reconnaît le blanc qui était dans la grotte avec lui. Il lui dit: monsieur, moi je vous connais, et il lui raconte l'histoire. L'homme blanc pâlit devant lui. Il est devenu tout blanc. Les dieux, un problème très important. Un problème très important est enfoncé dans l'Afrique. Qui sont les dieux dont nous parlons? En Afrique, nous avons en référence à divers genres de divinités qui sont toujours tournés vers les cultes du serpent, les voodoo, ainsi des autres. Qui sont ces dieux? Eh bien, cher Mpangi, ces dieux, ce ne sont pas des êtres spirituels. Il s'agit des êtres physiques, des extraterrestres, dotés d'une technologie très avancée qui, à l'époque, pour nous, semblerait de la spiritualité. C'est quoi la spiritualité? La spiritualité est une manipulation du champ des forces sur les plans physiques pour créer certains phénomènes. Okay? Et cette manipulation qui a été obtenue de ce point de vue, déjà, je voulais dire, cette manipulation est réalisée grâce à des éléments technologiques. Alors, pour faire référence, quand nous rentrons, par exemple, dans les documents bibliques, on parle souvent de Moïse qui, avec son cousin, s'est promené et avait ce qu'on appelait l'Arche de l'Alliance. Aujourd'hui, les études scientifiques faites sur les composants de l'Arche ont permis de comprendre qu'il s'agissait d'un matériel de communication. C'était une antenne parabolique, une antenne qui permettait en fait la transmission, la communication sur une grande distance. Okay? Il s'agissait tout simplement de la technologie. Les personnes qui, par exemple, pour beaucoup dans les camps africains, écoutent les voix l'air parler de la tête, écoutent les esprits, c'est parce qu'ils ont été, ce sont ce qu'on appelle en anglais des abducted, des enlevés par des extraterrestres qui ont été implantés physiquement, mais avec un matériel peu connu de la science encore actuelle, mais beaucoup des instruments sont déjà connus aujourd'hui. Un puce électronique qui lui permet de recevoir des communications venant de loin. Alors, ceci nous appelle à la question sur les prophètes. Qui sont les prophètes? Les prophètes étaient pas des messagers, mais les prophètes étaient les serviteurs des dieux, c'est-à-dire les domestiques des dieux. C'est de ces gens extraterrestres. Alors, étant en contact avec ces êtres, et généralement vous voyez pourquoi les prêtres ont toujours ces habillements, cet accoutrement étrange, du fait des tuniques. C'était des accoutrements faits de manière technique pour protéger les radiations qu'émettaient ces êtres, ou des radiations qu'émettaient les instruments qu'utilisaient ces êtres-là. Et ça, c'est l'histoire de l'Afrique, et ça, c'est l'histoire des divinités des Africains. Pour ceux qui connaissent bien l'Afrique mystique, ceux qui ont suivi Patrick Ngemandong avec les histoires mystérieuses, on parle toujours des esprits. On parle toujours des êtres qui apparaissent, des êtres qui ont fait cela. Ceux qui connaissent l'Afrique centrale connaissent les phénomènes des Nkuyu, des êtres de la forêt. Qui sont-ils? Alors, un examen approfondi grâce au témoignage de Valérie Rolanti recueilli par le professeur Malanga, tout comme les divers témoignages partout dans le monde. Je vous rappelle que le professeur Malanga a aidé à traiter ou a permis à plus ou moins 3500 personnes de se libérer de la problématique extraterrestre. Ces racontes ont permis de pouvoir
créer une classification aux extraterrestres, des extraterrestres. Au niveau les plus bas, je parle ici des extraterrestres physiques, parce qu'il existe une branche physique des extraterrestres comme il existe une branche invisible des extraterrestres. Sur la branche physique, nous avons en premier lieu une race des robots biologiques. Les robots biologiques, c'est que nous avons connu dans la littérature américaine comme les gris. Les gris sont des êtres de petite taille avec des yeux à forme comme le mouche, de la longitude, qui vont derrière la tête, sans pupille, pas de lèvres, une toute petite nez, de tout petits lèvres, une toute petite bouche fine et large, un très petit nez qui ressemble un peu à comme s'il y avait un tout petit nez. Les oreilles sont pratiquement inexistants, ils sont de très petites pailles et ils sont en diverses versions. Certains d'entre eux sont complètement rasés, certains d'entre eux, par exemple, pour beaucoup de cas, nous avons vu par exemple en Afrique, dans les cas d'un couille, ils ont de très longs cheveux. Alors, ces êtres, ce sont des esclaves, des extraterrestres, qui ont, nés par tous c'est une caractéristique des extraterrestres et qui n'ont pas de voix, ils ne parlent pas, mais ils vous parlent dans la tête. Et quand ils vous parlent de la tête, ils ont la voix masculine et féminin combinée ensemble. Okay? Chose étrange pour ceux qui ont vu les manifestations de la Vierge Marie, ils ont eu la même caractéristique. Ils entendent les voix des hommes et des femmes mélangées en même temps. Ces autres qui peuvent avoir 4 ou 5 doigts, ou même 2 fois 3 doigts, sont pratiquement égales, mais il y a certaines différences selon la classe qui les commande. Alors, ça c'est la classe base. Et toutes les personnes c'est eux qui sont chargés de faire le travail sale, c'est eux qui viennent vous enlever dans votre maison et vous remettre dans votre maison. Après cette classe, nous avons la première classe, ce qu'on appelle des homonoïdes. C'est-à-dire ce sont des extraterrestres qui sont de 3 à 4 mètres. Ils sont des blonds avec des yeux bleus à géométrie variable, c'est-à-dire dont les yeux sont comme celui des chats, c'est-à-dire à géométrie variable, inclinés vers le haut, comme exactement les yeux des chats. Ils ont 6 doigts, ils sont très géants. C'est une société composée des hommes et des femmes. Leur caractéristique est toujours que l'homme est beaucoup plus grand que la femme. L'homme atteint les 3 mètres, 4 mètres, pendant que la femme est légèrement petite. Et quand il se marche, la femme est toujours derrière l'homme. Ok. Et cette race, les homonoïdes, et se déclarent être la race qui nous a créés. Okay. Ils disent dans les diverses interventions de ma langue, diverses conversations avec les extraterrestres, ils disent que vous nous appartenez. Après cette race, nous avons une autre race, c'est une race encore toujours assez de petite taille. Je vous souvenez du film Fester, disons les frères Adams, c'est-à-dire il y a cet oncle Fester avec une très grosse tête, okay, avec un cou pratiquement inexistant. 4 doigts, la peau est pratiquement comme un transparent, on peut pratiquement voir les veines intérieures. Okay? Après cela, nous avons la race des insectoïdes. Les insectoïdes sont énormes. Quand ils sont seulement assis, ils arrivent en forme rétractilée, ils arrivent à 3-4 mètres. Quand ils sont debout, beaucoup plus. Ce sont des insectes énormes. En fait, pour les abducted, les personnes enlevées par ces races d'aliens, ils se retrouvent dans une situation où, vous voyez, ils pénètrent votre chambre seulement à moitié, parce qu'ils sont tellement énormes. Après cette race, nous avons une autre race qui ne sont pas tellement géants, autour de 2 mètres, qui sont cependant ils rappellent assez de manière profonde les nazis. C'est-à-dire, ils ont cet accoutrement nazi avec les pantalons gonflés qui vont dans les boots. Et quand vous vous retrouvez devant ces êtres, les adeptes décrivent exactement un militaire nazi. Et il y a une autre, on continue toujours dans cette évolution, il y a une autre race toujours qui sont des petites tailles, qui ressemblent aux gris, mais ils ne sont pas gris, ils ont des caractéristiques plutôt différentes. Okay? Ça, nous parlons des extraterrestres visibles, disons, qui ont un corps, mais qui n'ont pas d'âme. Mais nous devons comprendre d'où viennent ces extraterrestres, parce que
l'histoire des extraterrestres est importante parce qu'il nous répond et clarifie toutes les questions sur le plan religieux. Absolument tout. Les dieux n'existaient pas. La seule divinité qui existe, c'est l'homme. Pas l'homme en tant qu'être matériel, mais l'homme en tant que conscience. La conscience est la divinité puisque c'est la conscience qui crée. Et nous sommes une manifestation de la conscience ayant une âme. Et les extraterrestres, étrangement, et ceci sort des colloques que nous avons avec Malanga, le professeur Malanga, ou comme beaucoup d'autres chercheurs ont eu avec les extraterrestres, ils recherchent quoi? Ils recherchent l'âme. Quand une personne est mise en hypnose et on fait intervenir son âme, on rappelle son âme pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Et l'âme répond, on dit, ces gens-là, ils sont là pour moi. C'est moi qu'ils veillent à voir. C'est moi qu'ils cherchent. C'est de moi dont ils ont besoin. Et vous voyez, nous devons comprendre pourquoi c'est si irrélevant pour l'Afrique, parce que l'Afrique est balayée par la présence religieuse. Qui dit présence religieuse, qui dit présence féticheuse, qui dit présence pratique étrange, démoniaque, obscure, ésotérique, toutes ces manifestations font recours aux extraterrestres. Dans les extraterrestres, il y a cependant des catégories. Et ici, je vais raconter l'histoire. Et je vais conclure par cette histoire. Les mythes disent, au début, il y a la conscience. La conscience, c'est quoi la conscience pour nous, les mélanodaires? La conscience, c'est ce que nous appelons le Nkembo. Il y avait le Nkembo au début. Le Nkembo, cependant, n'a pas une connaissance de soi. La conscience est, mais il lui manque un paramètre que nous allons appeler les Diela. Diela, c'est se connaître. Et pour ce faire, la conscience rentre dans une phase de dimensionnalisation, c'est-à-dire, il se reflète. Et en se reflétant, il crée l'univers. L'univers est la création qui part d'Inkembo. Et nous avons les Kimbangu. Ce principe Kimbangu doit rentrer dans la dualité. Pourquoi dans la dualité? Parce qu'il doit avoir expérience. Il doit faire expérience. Et pour faire l'expérience, il doit aller le long de certains chemins. C'est ainsi qu'il rentre dans la dimensionnalité. Dans la dimensionnalité, il crée des premiers êtres. Les traditions antiques indiennes parlent d'un être Shiva qui est un être matériel et d'un être Vishnu qui est un être immatériel. Dans la tradition africaine, mélanodaire, nous avons aussi affaire avec ces deux grands êtres, qui en réalité, d'un côté, nous avons un Nzambi, qui est l'être invisible. Pourquoi nous avons la présence d'un feu? De l'autre côté, nous avons une autre entité, que nous allons appeler Kimbangu. Kimbangu est la partie physique. Nzambi est la partie invisible. Mis ensemble, ils créent quoi? Ils créent l'Nkembo, ce qui y est au-delà. Ces deux êtres doivent expérimenter la vie. Mais à un moment donné, ils se rebellent à cette volonté et changent les plans évolutifs, c'est-à-dire, ils créent eux aussi. Shiva, l'être physique, crée un être pour que cet être puisse faire l'expérience de la vie à sa place.
expérimenter la vie à travers son cycle de souffrance et mort, une fois que cette expérience a été maturée, rentrer vers lui et pour qu'il la conserve. C'est ainsi qu'il crée les pères suprêmes ou les cultures occidentales, les dieux, qui est lui aussi un être physique, mais un être physique différent parce qu'il est à un niveau de conscience élevé. Et son corps lui permet de contenir une grande quantité d'âme. Cet être, lui aussi à son tour, découvre cette réalité qu'il est contraint à faire l'expérience et mourir. Et encore, il refuse de faire cette expérience. Et donc décide lui aussi à son tour à créer des êtres. Ces êtres qui vont faire l'expérience à sa place, mourir à sa place, de manière que lui conserve l'immortalité, conserve l'âme. Comment va-t-il faire? Cet être, il est technologique. Il est un être matériel, mais technologique. Il utilise ses connaissances technologiques pour créer des êtres. Toujours avec l'aide de la technologie, il prend sa conscience et les divise en 3 parties. C'est à ce moment-là que les principes Kimbangu commencent à être activés. Parce qu'au début, il n'est pas vraiment Kimbangu, il est au-dessus de cela. Mais ici, les principes Kimbangu, à travers la tridimensionnalisation, la division à 3 commence à exister, à prendre forme. D'où nous avons les qui signifie les principes éthériques. Les qui, c'est l'âme. Les mba, qui est les principes spirituels. Et les mba, c'est le feu. Et les ngu, qui est l'effondrement des deux polarités, Mbakala et tout ça, dit féminin et masculin, pour créer une zone neutre, le mental. L'ingu, c'est qui donne la vie, parce qu'il a les deux polarités. La seule possibilité d'être homme et femme est régie en fonction, en fait, de l'effondrement de ces polarités dans l'ingu, le monde mental. En fait, on est homme et femme seulement de la dimension mentale de l'existence. Ces 3 réalités, cependant, sont divisées, brisées en des petits morceaux pour recréer une forme de trinité. Dans chaque corps créé artificiellement a été introduit un paramètre esprit, un paramètre âme et un paramètre mental. En Congo, nous disons, il a été introduit un paramètre moyo, l'âme, un paramètre MPV, l'esprit, et un paramètre ngolo, le mental. Pour faire l'expérience, car la conscience, car l'âme doit m'attirer. Ces êtres aussi, à un certain moment de leur existence, réalisent ce dont leur créateur, à son tour, avait réalisé, et que le créateur de leur créateur avait à leur tour aussi réalisé, qu'ils devaient mourir. La légende dit qu'ils ont eu peur de mourir. Et ces êtres vont décider et aussi à leur tour de rechercher la mortalité. C'est ainsi que les pères premiers, c'est-à-dire le deuxième être de la création, le deuxième père de la création, décident de les anéantir. Et il s'agit ici d'une guerre galactique. Il les attaque et les détruit complètement. Cependant, comment il fait pour les détruire? En fait, il retire de l'âme, il les détruit du point de vue animique. Mais ces êtres continuent à exister du point de vue spirituel et mental. Et d'ici naît la légende des vampires qui se regroupe autour des phénoménologies extraterrestres. Tout ce que nous avons connu dans les cinémas comme vampires, zombies, en fait, tout ceci est encadré sous les chapeaux de la phénoménologie extraterrestre, les aliens, qui sont des êtres sans âme. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment donné? La légende toujours raconte que ces êtres vont livrer une guerre sans merci contre leur père, leur créateur. Leur créateur, au bout de longues guerres, décide en fait de trouver une solution. Quelle est la solution? Vous vous souvenez, au début, j'ai parlé de décréation. Il y avait d'un côté l'Nzambi. L'Nzambi est dans l'aspect immatériel des choses. Cet être immatériel, cependant, avait choisi un autre chemin d'évolution qui l'a porté dans la 3e dimension.
s'est retrouvé dans la troisième dimension, il n'a pu conserver en lui, étant immatériel, rentrant dans la dimensionnalité, il ne pouvait pas conserver en lui sa paramètre anémique. Son âme a été enfouie. Cette âme a été enfouie, qui est enfouie, circule dans les règnes invisibles, non perceptibles. C'est ainsi que les dieux des aliens, des extraterrestres, en accord avec eux, leur offrent la technologie et les instruments pour créer un ordre capable d'expliquer l'âme de l'autre Dieu invisible. Le Dieu qui vit dans un monde où le temps va à l'arrière. Les dieux de l'antimatière. Car nous avons la polarité matière et matière. Pour que la polarité existe, il faut qu'il y ait un point d'asymétrie avec l'autre partie. Cependant, ici, grâce à la technologie, cette âme a été tirée dans le monde visible et entraînée, emprisonnée dans le corps de ce que nous appelons l'être humain. L'être humain, cependant, n'a pas été créé par les aliens, il a été modifié génétiquement. Ici, nous faisons un accolage, car nous rentrons dans les points où la tradition, les légendes africaines parlent de la modification de l'homme, pas de la création, car l'homme a été transformé, divisé en homme et en femme. C'est ainsi que même dans les mythes grecs, nous avons encore ces principes d'où les dieux avaient divisé l'homme en deux. L'homme est très puissant, les dieux disent, l'homme est très puissant, nous ne pouvons pas l'utiliser comme il est. Il va falloir les diviser en deux parties. On le divise en deux parties, on crée l'homme et la femme. Le Maungu a été divisé, créant la polarisation entre Bakala et Keto. Et nous voyons que les mythes nous rejoignent de manière efficace à ces points-là. Cependant, il y a un autre problème. Les pères des aliens, créant l'être humain, a introduit aussi de manière astucieuse une partie de son âme. Ainsi, pourquoi, pour quelle raison? Pour faire si que, au moment de la récolte, que son âme puisse absorber l'âme de Dieu invisible et puisse retourner vers lui. C'est ainsi que dans la religion chrétienne, qui est une religion qui un peu transporte l'idée de ses pères créateurs, on dit le Fils, qui en ces points signifie l'âme, et a été envoyé sur terre pour vivre, être torturé, tué, et au dernier jour, il rentrera à la droite du Père pour rester avec lui pendant les éternités. On parle de l'âme qui doit descendre, qui doit connaître l'expérience, la souffrance, la vie, la mort. Et une fois qu'il est mort, rentrer vers le Père, être repris vers le Père et être en lui pour l'éternité. Parce que c'est ça les projets aliens. Cependant, les aliens se sont rendus compte de ces trucages. Et puis il a commencé une grande lutte. Il existe dans la galaxie, dans le monde, dans l'univers, une lutte entre les forces ténébreuses pour l'âme humaine. L'âme humaine est la chose à contester. Tous veulent l'âme humaine. Nous avons parlé des aliens qui s'entendent, à qui a été promis l'âme humaine. Nous avons parlé de leur Dieu créateur, qui veut reprendre l'âme que nous avons. Les Nzambi qui est allé dans le monde invisible ayant perdu l'âme qui est finie dans le corps pour créer l'être humain, à un moment donné l'évolution, la deuxième dimension a commencé à se renfermer. Pourquoi? Parce que l'être humain a trait d'évoluer. Pourquoi? Parce que l'âme de Vishnu et Shiva en nous sont en train de s'intégrer. En s'intégrant, certains paramètres géométriques sont en train de s'annihiler. Et donc, la deuxième dimension est en train de s'annihiler par effet d'évolution ou d'intégration de l'âme de Vishnu et de Shiva, les deux polarités, qui va créer un effondrement, une nouvelle base d'existence. C'est l'autre Nzambi a besoin de son âme pour sortir de la deuxième dimension. Et qu'est-ce qu'il fait pour réaliser cela? Il crée un chevalier noir, un chevalier obscur. Ce chevalier obscur crée 3 entités invisibles qui ont, eux, la possibilité d'interagir dans notre dimension en utilisant certaines interfaces. La première de ces entités est que la tradition nous enseigne, c'est la tradition l'appelle
la tradition occidentale appelle luxe. Et nous avons connu ce que nous appelons les Kadiapemba. C'est la première race. Cet être, il se manifeste en nous sous forme d'un petit garçon. C'est un nombre généralement quand il vous apparaît dans votre habitation, généralement dans votre chambre, généralement c'est la nuit. C'est un petit garçon d'auteur autour d'1 mètre. Ces petits garçons, généralement pour ceux qui ont fait cette expérience, vous vous retrouvez dans votre chambre, vous regardez à côté en plein nous et vous avez comme un ombre d'un petit garçon. Cet homme peut être blanc ou noir, des lumières ou d'obscurité. Vous avez peur, vous ne comprenez pas. Et cette ombre va rapidement vous traverser, passer à côté de vous, à travers vous. Et vous allez sentir une forme comme un coup de poing à la poitrine. Quand vous avez senti ce coup de poing-là, cela signifie que cet être vous y est pénétré. Il s'attache à vous par votre nuque. Il commence à sucer votre énergie vitale. Le deuxième être, c'est ce que nous connaissons avec le nom du diable, c'est-à-dire celui qui est de l'autre côté de la dimension. Il utilise cependant certains êtres, certains corps. Dans les mondes noirs, nous avons ces êtres qui apparaissent, qui sont terrifiants. Ce sont des êtres très longs, umvuzi, c'est-à-dire ce sont des êtres élancés autour de 2 mètres, 3 mètres, qui s'habillent en peau d'animaux, qui ont apparu partout en Afrique autour du 15e siècle. Ce phénomène a commencé à devenir très visible. Ce sont ces gens qui se sont présentés à certains rois, leur proposant, leur ordonnant, sous l'excuse d'être leur dieu, d'échanger leur progéniture, c'est-à-dire d'échanger, les données, de mettre sur la couronne un roi différent. Ces êtres, en réalité, ce sont des êtres en plastique. Ce sont des êtres en plastique parce qu'ils sont vides, mais sont guidés dans leur mouvement par un être qui est de l'autre côté de notre monde, dans la deuxième dimension. Qui n'est pas le deuxième monde, à ne pas confondre. Au niveau numéro 3, nous avons affaire avec un des êtres les plus puissants du catalogue extraterrestre. C'est ce que nous avons appelé par Atumura. Pourquoi l'avons-nous appelé Atumura? Parce que cet être est un symbiose extraterrestre, c'est-à-dire c'est un parc créé par des êtres. Il y a Atumura, l'extraterrestre créé, et un autre extraterrestre en phase d'extinction, qui est un extraterrestre physique, qui ont des têtes d'oiseaux, très élancés autour de 3, 4, 5 mètres, avec des têtes d'oiseaux. Que ces êtres-là que nous avons connus dans le monde égyptien, c'est ce qui caractérise le monde égyptien à l'époque, ce sont des extraterrestres qui est de très haut calibre, avec une intelligence poussée très élevée et dotée d'une technologie sans parallèle dans notre galaxie, et qui ont créé beaucoup de civilisations sur Terre, en référence celui d'Atlantide, celui de la Cimère, et celui égyptienne. Et ces trois civilisations ne sont pas les seules ne sont pas les seules que la Terre ait connues. Il y a eu beaucoup d'autres. Alors, toutes ces races, tout ce monde extraterrestre est intéressé à l'être humain. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de l'âme de l'être humain. Rentrons dans le monde des êtres humains. Comme je dis, nous avons une division à 3. Nous avons les moyo, qui est l'âme, nous avons le mpeve, qui est l'esprit, et puis nous avons les ngolo, qui est le mental. Ces 3 paramètres s'expriment dans notre monde à travers, dans le monde tridimensionnel, à travers les fractales. Et donc, qu'est-ce que nous avons dans les fractales? Nous avons, comme je disais, du point de vue fractal, une division à 3 dans la race humaine pour recréer en fait la conscience humaine. Nous avons une race qui est en fait les moyo, la race noire, parce que la couleur de l'âme c'est le bleu. Nous avons une race qui est l'esprit, c'est la race jaune. Les jaunes c'est le rouge.
Et vous voyez, l'Asie, c'est généralement la couleur rouge. Et nous avons le monde occidental qui est le monde mental. Le monde mental, c'est vert. Et le vert est la couleur des yeux des occidentaux, l'écoderme. Certains ont les couleurs bleues, mais ceci était un effet, et c'est comme ça que nous voyons les os. Les os ont la couleur bleue. Ça, c'est pas vrai. En réalité, les os sont verts. La couleur bleue, c'est la couleur du ciel. Ainsi, donc, nous avons la présence de ces trois mondes. Un monde mental, un monde spirituel et un monde animique. Ceci est important car il va nous permettre de pouvoir comprendre à fond le monde, la présence extraterrestre en Afrique qui est une réalité très importante pouvant nous permettre finalement de percer les secrets, finalement comprendre ce que nous sommes, car c'est de là dépend toute notre évolution humaine. Je m'arrête ici pour notre première exposé et j'espère avoir été assez clair dans cet exercice. Je vous remercie.